Elle est apparue au milieu de la pluie comme une erreur du ciel, vêtue d'un manteau trop léger, les cheveux collés à son visage, une main levée avec un petit objet brisé qui brillait d'une manière ridicule sous les projecteurs. Les flashs clignotaient, la foule recula d'un pas, puis de deux. Les micros s'approchèrent. Un présentateur voulut la calmer. Une équipe de sécurité se prépara à l'escorter. Elle cria, et sa voix coupa la pluie comme un éclat de verre. « Ma mère est vivante! Ma mère est vivante !» Le mot fit sauter la vague maîtrisée de la conférence de presse. On entendit d'abord un rire étouffé, des journalistes qui pensaient à l'habituelle scène d'illusionniste, aux histoires folles qu'on raconte pour attirer l'attention. Puis le bruit s'étira en murmures, en froissements. Que diable apportait cette femme, maintenant, à la place publique, où la famille Richmond annonçait, comme chaque printemps, une nouvelle fondation, quelques dons, beaucoup de flatteries. Claire sentit les regards, elle sentit derrière la pluie la traction d'un autre corps, un souvenir qui tirait plus fort que la peur. L'objet dans sa main, la perle brisée au bout d'une chaîne fine, lui avait coûté des semaines de nuits blanches, de faux espoirs et d'un froid qui n'était pas seulement celui de ce soir d'avril. C'était une preuve, petite et tordue, mais assez pour rendre impossible le silence parfait que la puissance et le temps avaient su tisser autour d'un nom. La femme au pupitre, Vanessa Richmond, lisse comme un mannequin qu'on aurait poli pour les ténèbres, sourit avec une précision chirurgicale. Elle parlait en phrases courtes, calculées, sa voix glissait sur le public comme une huile claire. « Nous ne commentons pas les rumeurs, dit-elle, et ce fut un ordre déguisé en remarque. » Les caméras reprirent, les rédacteurs ajustèrent leurs notes. On sentait le mécanisme traditionnel se remettre en marche. Minimiser, détourner, enfermer la vérité dans un délai de diffusion contrôlé. Un garde voulut s'emparer de Claire. Il y eut un bousculement. Quelqu'un le bouscula à son tour. Les parapluies se croisèrent. Une journaliste la reconnut, cria son nom. « Claire !» entre deux gouttes. La chaîne de son étonnement éveilla une chose plus vieille dans la poitrine de Claire, la rage froide de l'enfant abandonné qui avait appris trop tôt à tenir son cœur comme une chose fragile à cacher. Elle leva la perle, et la pluie redoubla, nettoyant un peu de l'odeur de percale et de parfum bon marché qui collait à la conférence. Le métal de la chaîne mordait sa peau, la perle, craquelée, laissait voir un éclat qui n'était plus entier. « Cette perle, dit Claire, crie sur la ligne de ses lèvres, elle appartenait à ma mère. On a dit qu'elle était morte, on m'a menti. » C'était une accusation lourde, jetée comme une pierre sur du verre poli. Les murmures devinrent des questions, et parmi elles, un nom se disputa et revint, Margaret Richmond. Le nom que tout le monde, jusque-là, avait prononcé comme une note basse de la symphonie familiale. Le nom qu'on utilisait dans les discours pour rappeler la générosité, la mémoire d'une matriarche respectée. Claire savait que déclarer Margaret vivante ici, maintenant, c'était déclencher autre chose qu'une simple controverse. C'était ouvrir un coffret dont elle ne maîtrisait pas encore toutes les clés. Il y eut une pause dans laquelle on entendit beaucoup d'éléments. Le grincement d'une caméra, les mots d'un présentateur qui avalait sa surprise, une respiration trop forte. Puis une main se posa sur l'épaule de Claire. Elle reconnut la voix avant de voir le visage. Détective Monroe. Il avait ce regard précis, poli par des années de dossiers et de nuits sans fin. L'œil vif des gens qui savent lire un mensonge. Il murmura « Restez où vous êtes, nous allons vérifier ». Vanessa fut la première à saisir la narration. Avec une froideur impeccable, elle fit signe à ses attachés de presse. Sa voix eut le ton d'une femme qui replace des pièces sur un échiquier. « On dirait une tentative de manipulation », dit-elle dans le micro le plus visible. « Nous demandons au public de ne pas se laisser influencer par des déclarations non vérifiées. » Son parfum, un mélange propre, ambré, qui s'imposait même dans l'air humide, resta comme un étouffoir sur la place. Elle avait derrière elle des sourires parfaitement coordonnés. Ses collaborateurs sortaient déjà des communiqués bien tournés. Mais la perle brillait encore dans la paume de Claire, et elle fit plus que briller. Elle parlait d'empreintes de doigts, de chaînes privées, d'objets arrachés dans la nuit. Le geste de Claire n'était pas seulement une provocation émotionnelle, c'était une pièce matérielle, et la matière n'obéit pas toujours au discours. Un journaliste prit une photo, par réflexe. Un autre s'approcha et examina l'éclat avec une attention inhabituelle, puis souffla.
Elle a l'insigne des Richmond. C'est la broche que Margaret portait à la première cérémonie. La scène se déplaça aussitôt, de la moquerie initiale à une tension tout autre, palpable, comme un fil que l'on tire sur un vêtement trop fragile. Claire sentit, dans sa bouche, le goût du métal et du sel. Elle se souvint la nuit où on lui avait dit « Ta mère est morte » et des mots vides qui avaient suivi, polis par des avocats et des bouquets factices. Elle se souvint aussi de cette perle disparue, la dernière chose qu'elle avait de sa mère, qu'on lui avait refusée dans l'ombre. « Si vous dites que c'est votre mère, nous ferons les vérifications nécessaires », annonça détective Monroe, et sa voix fut à seule apporter une promesse sans calcul. Il demanda à ses hommes de sécuriser l'objet. Un agent, ganté, prit la perle avec précaution, la glissa dans un sachet de preuve. La foule n'eut pas le temps de regretter l'instant, car déjà la logique procédurale des services se mettait en marche. Prélèvement, questions, enregistrement de la plainte. Claire fut poussée à l'écart. Les appareils autour d'elle bourdonnèrent, l'irritation monta, des mains vinrent trop près, des voix trop basses. Mais quelqu'un s'approcha avec calme, un petit bloc-notes et un stylo. Caton, dont le visage demeurait dans l'ombre d'un manteau délavé, leva la voix assez pour que Claire entende. « On va emporter la perle au labo. Si elle porte des traces, on le saura dans la nuit. » Il y avait dans les yeux de Caton un mélange de science et de fatigue. Il travaillait pour des gens qui avaient besoin de vérité technique, pas pour ceux qui achètent la narration. Claire sentit une reconnaissance presque soudaine. Elle n'était plus seule. Au moins un appareil, une main, une oreille étaient orientés vers ce qu'elle avait apporté. La foule se dispersa par saccades. Photos, commentaires sur les réseaux, un flot d'opinions qui commençait déjà sa lente digestion. Vanessa, à la tête d'un petit nuage de conseillers, fut interviewée par un journaliste à la voix trop douce. Sa phrase servit d'encre pour les dépêches du soir. « Nous devons respecter la mémoire. Nous n'entrons pas dans des polémiques. » Elle jeta un regard à Charles, qui se tenait à l'écart, les mains dans les poches, regardant la pluie comme si elle était la chose la plus gênante qu'on ait pu encore inventer ce soir. Charles Richmond était beau dans cette manière qu'ont certains riches de porter des vêtements en jouant avec un costume comme on joue d'un masque. Il avait le regard d'un héritier qui a appris très tôt à croire en un ordre immuable des choses, même quand l'ordre cache des fissures. Claire le reconnut immédiatement, et ce fut étrange. Il lui semblait maintenant à la fois familier et presque étranger, comme si une longue barre d'acier séparait les deux vies. Il s'approcha, les traits fermés, et dit à mi-voix « Claire, je n'y crois pas. » Elle n'attendait pas qu'il croie, elle attendait qu'il agisse. La pluie les mena à l'arrière d'un entrepôt où, la nuit précédente, Claire avait suivi une piste qui l'avait menée à un tas de détritus. Ce qu'elle y avait trouvé, d'abord le sac éventré, puis la perle, lui avait donné l'obsession d'ouvrir une porte fermée depuis longtemps. Les policiers, cependant, restèrent sur leur position protocolaire. Fouilles, serrures, photos. Un des agents remonta un sac plastique avec des gants. L'odeur du plastique mouillé se mêlait à celle plus grise du métal humide. Ce fut un officier qui trouva la première trace tangible qui reliait l'objet à une présence humaine réelle. Un bout de tissu, accroché à un clou, portant un monogramme brodé. La lumière d'un projecteur fit ressortir les lettres. M. R. Margaret Richmond, pensa Claire, sans s'autoriser encore à l'énoncer à haute voix. Sa main trembla quand elle toucha le coin humide du tissu. Le monde, pour un instant, se rétrécit au bruit sec d'un imperméable qu'on replie. La victime, ou plutôt la survivante, fut retrouvée à 2 rues de là, recroquevillée contre le flanc froid d'une benne. Elle respirait, mais faiblement. Un passant l'avait aperçue et avait appelé le SAMU. L'ambulance glissa sur l'asphalte, sirène basse, lumière bleue rasant la pluie. L'air était coupé par le souffle régulier du moteur et le claquement métallique des portes. Claire suivit, les bottes enfonçant la boue, le cœur tambourinant un rythme qui ne savait pas encore s'il était colère ou soulagement. À l'intérieur de l'ambulance, l'odeur d'antiseptique et d'oxygène remplaça celle de la pluie. Le technicien pressa les épaules abîmées de la femme pour vérifier un pouls, ajusta une perfusion de manière experte. La peau de la patiente était pâle, les tempes brûlées par une fièvre que la pluie n'avait pas apaisée. Une infirmière murmura un prénom, cherchant à rattacher à une identité. Et ce fut le frisson que Claire attendait depuis si longtemps. La voix, cassée, prononça « Margaret ». Le mot tomba comme une pièce dans un mécanisme bien huilé. Il y eut des regards, des confirmations, une note prise dans un carnet déjà altéré par l'urgence.
L'hôpital où on la conduisit était lumineux, froid et précis, un endroit où même le temps semblait organisé en cases. Les néons jetaient sur les visages une lumière sans clémence. L'odeur antiseptique élevait les pensées au-dessus des émotions, les rendant administrables. Claire resta dans le couloir, ses chaussures encore pleines de boue, pendant que des mains lisses prenaient en charge la femme dont le nom, encore une fois, venait de ressurgir des limbes. Les heures suivantes furent une succession de gestes précis et de silences lourds. Une infirmière vint avec un formulaire, une signature à demander. Un médecin fit le tour, la mine concentrée, expliquant que la patiente était sous observation, qu'il faudrait des examens, une batterie de tests, mais qu'à première vue, elle survivrait. Claire nota chaque mot comme on recueille un serment fragile. Elle se mit à parler par intermittence, rassemblant ses souvenirs, montrant des photos sur son téléphone, une image floue de Marguerite prise dans un jardin, une vieille carte postale. Des larmes se mirent à couler, pas très bruyantes, mais suffisamment pour décoller la poussière d'années. Puis il y eut Charles, apparaissant dans l'entrée de l'hôpital comme si les couloirs lui appartenaient à moitié. Il avait cette expression qui tente de ménager le poids d'un héritage. Et quand leurs regards se croisèrent, Claire lut la contradiction, un mélange d'antique loyauté familiale et d'un trouble neuf qui l'assaillait. « Je ne sais pas ce que veut dire votre histoire, dit-il d'abord, comme s'il formulait un compromis. » Ses mains tremblaient un peu, malgré l'ascendance de son assurance. Le monde des Richmond avait appris très tôt à transformer la vérité en option. Vanessa, de son côté, avait mobilisé un autre registre, des avocats, des communiqués, des messages bien huilés pour la presse. Depuis son portable, Claire vit surgir des notifications. Des titres déjà écrits pour la soirée, des tweets succincts vantant la mémoire familiale et fustigeant les personnes mal informées. La manœuvre était nette, réduire l'étonnement à la folie d'une personne en quête de spectacle. Mais la vérité, si c'en était une, tenait dans une chaîne et dans les fibres d'un tissu, et ces choses-là ne se souciaient guère du discours. Détective Monroe revint avec une idée plus prosaïque. Il voulait vérifier les empreintes et faire un prélèvement ADN si possible. Les procédures se mettent toujours en place comme des outils mécaniques. Caton prit en charge la perle pour un premier dépistage. Il la transporta avec précaution, insistant pour que le sachet soit scellé. La tête penchée, son regard calme. « Si elle porte des résidus, nous le saurons, dit-il, en observant la chaîne dans la lueur d'un néon. Il expliqua que le métal supportait mieux que la chair la mémoire des gestes, et que parfois les traces d'une lutte conservaient la vérité quand la parole la reniait. Pendant ce temps, Claire visita la chambre où l'on avait installé Marguerite. La voir en chair et en nuit d'hôpital fut plus déconcertant que tout ce qu'elle avait imaginé. Marguerite avait le visage creusé par le temps, mais il y avait encore des restes de cette force passée, un regard qui parfois s'allumait. À un moment, elle ouvrit les yeux et murmura quelque chose d'inaudible. Claire pencha l'oreille, elle tendit l'autre pour capter un nom, une promesse. La voix de Marguerite échappa, « Claire ». Et dans la manière dont le nom glissa hors d'elle, il y eut une reconnaissance bouleversante, immédiate, comme si on avait rallumé une lampe qu'on croyait détruite. La réaction de Vanessa fut immédiate, même si elle n'était pas présente physiquement dans la chambre. Des assistants vinrent, des responsables légaux, un avocat au noir impeccable nommé Edward North qui prit la tête des communications. Edward parla bas, dictant une stratégie faite pour gagner du temps. Contrôle des informations, certificats médicaux temporaires, mise en scène de l'état d'effondrement pour dissuader les foules. Il parlait comme on prépare une défense. Son sourire était mince, il évoquait des assurances, inquiétudes, un conseiller plus que coupable. Mais il représentait la machine qui protège les intérêts. Dans sa poche, un téléphone vibra sans cesse. Il répondit avec la retenue de ceux qui pensent en procédure. Il y avait, pourtant, d'autres mains qui se penchèrent vers la vérité de façon différente. Un jeune journaliste indépendant, Julian Lorne, qui cherchait le fil rouge des nuits obscures, des transferts bancaires, des voix coupées. Il était moins impressionné par les ors que par les brèches. Il s'approcha de Claire dans le couloir, le carnet humide entre les doigts, et murmura « Si vous avez d'autres choses, des noms, des lieux, on peut enquêter en parallèle. Les rédactions sont parfois plus rapides que la justice. » Julian avait un air d'urgent qui tirait Claire comme un aimant. La nuit tomba sur l'hôpital, et la pluie fit place à un froid pénétrant. L'odeur des draps propres se mêla à celle des médicaments. On fit des analyses, sang, marqueurs, comparaison avec les empreintes disponibles. L'électronique commença à cracher ses premiers indices. Caton envoya un fragment de la chaîne au labo pour une identification des alliages.
Détective Monroe ordonna un contrôle des caméras de surveillance de la zone où Margaret avait été retrouvée. Un nom revint, effleuré. Julian Lorne avait repéré, sur une image en basse définition, un homologue, un homme en veste sombre qui avait filé dans l'ombre peu avant l'arrivée des secours. Le visage était trop flou pour une identification immédiate, mais la silhouette, la manière de marcher, suggérait une complicité organisée. À l'aube, une infirmière trouva un petit paquet dissimulé sous l'oreiller de Margaret. Il était enveloppé dans un mouchoir à fleurs, humide au bord. À l'intérieur, des feuilles pliées, une photographie et, comme une promesse entre les lignes, une clé minuscule. La clé était rouillée, petite, comme celle qui ferme les boîtes à bijoux, et portait un signe, le même MR que sur le tissu trouvé près de la benne. Claire ouvrit la photo. C'était un portrait de Margaret, jeune, souriante, tenant un bébé dans les bras. Claire peut-être, ou un autre signe d'une famille qui aurait pu exister différemment. Au verso, une écriture hésitante. Pour Claire, si jamais le temps m'efface. Les mots d'une mère, une pierre posée sur l'oreiller. La clé changea la donne. Elle parlait d'un coffre, d'un endroit caché, d'une intention. On pouvait l'interpréter de 1000 manières, mais dans l'esprit de Claire, elle signifiait un lieu à ouvrir, des preuves à exhumer. Quand elle glissa l'objet entre ses doigts, elle sentit la réalité se resserrer autour d'un axe. Il y avait un plan, une volonté, peut-être une honte qui avait fait taire des voix trop longtemps. Et la clé, qui avait survécu à la pluie, au conseil des puissants, était un petit acte de défi laissé par une main tremblante. Charles, qu'on sentait vaciller entre l'envie de protéger son nom et quelque chose de plus humain, posa la main sur l'épaule de Claire. « Je veux aider », dit-il à voix basse. Les mots paraissaient maladroits, mais il y avait dans son regard une fissure. Dans son sac se lisait une part d'héritage, documents, dossiers, des titres et des actes qu'un héritier manipule sans se salir les mains. Soudain, son geste sembla moins calculé. « Si c'est votre mère, il faudra que la vérité sorte. Mais ça fera du bruit, ajouta-t-il, comme pour s'excuser auprès d'un monde qui n'aimait pas le bruit. » Claire pensa à ce bruit comme à un noyau de lumière. Elle sentit sa responsabilité grandir, protéger la femme dans le lit, trouver d'autres preuves, comprendre qui avait intérêt à la faire disparaître. Elle avait, jusque-là, été une inconnue dans le paysage riche des Richmond. La découverte de Margaret la propulsait dans une zone dangereuse. Mais la perle et la clé étaient des signes que la véracité n'était pas qu'une idée, elle avait des contours palpables. Des voix, de l'extérieur, remontèrent jusqu'au couloir. Vanessa donnait une conférence improvisée pour expliquer la situation. « Nous sommes troublés, dit-elle, dansant entre compassion et contrôle. » Mais sous l'énoncé public, des tractations s'agitaient. Un transfert bancaire, une archive disparaissante, des rendez-vous annulés, tout cela commençait à ressurgir dans des notes éparses, dans des conversations feutrées. Julian creusa du côté des comptes. Caton tenta de tracer tout signe de déplacement de valeur. Détective Monroe mit en file d'attente une demande d'accès pour les relevés bancaires. L'enquête, lentement, relevait la tête de l'eau. La journée se termina sur un détail que personne n'attendait. Une empreinte digitale trouvée sur la petite chaîne, presque effacée par la pluie, mais encore lisible dans un coin. Caton la regarda sur l'écran et sa voix, pour la première fois, se tint d'une certitude contenue. « On a une correspondance potentielle, dit-il. Il faudra croiser avec les bases. » C'était une promesse technique, et dans la bouche d'un homme fatigué, elle eut l'air d'un phare. Claire sut alors que la mécanique procédurale reprenait. On allait chercher, on allait comparer, on allait confronter. La nuit retomba, plus lourde d'une attente dont personne ne voulait mesurer la portée. Claire resta près du lit, la clé enfermée dans la paume, comme une petite trésor clandestin. Margaret dormit par intervalles, son faible, comme si son corps refusait la ville. Dans la chambre, les ombres prirent des formes, des silhouettes passèrent, silencieuses. On installa des gardes, on ferma un couloir derrière un avis. Le monde extérieur reprit sa respiration ordonnée. Mais à l'intérieur de cet espace aseptisé, une révolution minuscule venait de s'initialiser. L'existence d'une femme que tout le monde croyait morte. Et la roue, dont la machine avait servi à enterrer la vérité, commença à grincer. Au petit matin, un message arriva. Un transfert non documenté, récent, vers un compte offshore, avait été identifié dans les relevés liés à la famille. Julian appela Claire en chuchotant, excité et prudent. « On a des traces qui ne s'arrêtent pas à la famille. Il y a des mouvements, des gens qui n'apparaissent nulle part, des courants. »
Les mots étaient comme des coups de pioche dans une terre froide. L'argent suivait les mêmes bras que le silence, et chaque mouvement était une chance de plus pour prouver que la disparition de Margaret avait été organisée. Claire prit la clé, la fit tourner entre ses doigts et, pour la première fois depuis des années, ressentit que le vide laissé par l'absence de sa mère pouvait être affronté non seulement par une douleur privée, mais par des démarches publiques. Elle n'ignorait pas la colère qui pousserait, elle savait qu'elle deviendrait, si elle persistait, un visage que les puissants chercheraient à délégitimer. Mais elle était décidée. La vérité avait trouvé une petite fissure et elle était prête à creuser. Quand elle quitta l'hôpital pour quelques heures, ses bottes laissèrent une empreinte dans la boue encore fraîche. Le ciel se déchira légèrement, laissant filer un filet de lumière qui vint lécher le métal de la clé. Elle glissa la clé dans sa poche, à côté de la photo. Dans le creux de sa poitrine, un nom résonna à nouveau, Margaret. Et, au même instant, dans un bureau chauffé d'une maison riche, Vanessa verrouilla un tiroir et regarda une liasse de papier comme on regarde un fantôme, non pour l'affronter, mais pour décider comment on le rendrait inaudible. L'enquête venait de commencer, et la signification de cette perle brisée se déployait lentement, comme une carte aux allures menaçantes. Une chaîne d'ombre se dessinait à mesure que la clé restait chaude dans la paume de Claire. Elle n'avait pas encore ouvert le coffre, mais elle savait qu'à l'intérieur, il y aurait quelque chose qui ferait trembler les annales. Elle imagina, un bref instant, l'odeur du papier ancien, la texture du cuir, l'éclat d'une signature. Ce fut à cet instant, alors que la pluie recommençait à tambouriner sur les vitres de l'hôpital et que la ville s'éveillait dans un silence chargé, que détective Monroe posa une question qui changea la trajectoire immédiate de l'affaire. Avez-vous une idée de qui, parmi les extérieurs, pourrait vouloir la faire disparaître? Claire sentit la clé serrer sa main comme si elle approuvait la réponse. Elle pensa à des noms, à des visages, David, Franklin Duval, des banques, des hommes au téléphone dans des bureaux d'étage supérieur et surtout Vanessa, la ficelle maîtresse qui tirait les fils. Elle n'était pas dupe, la vérité ne se ferait pas seule, mais elle savait aussi que, si elle ne la cherchait pas maintenant, la perle redeviendrait une histoire classée. Elle répondit calmement, avec la détermination d'une femme qui a appris à transformer la douleur en acte. Oui, et je compte bien qu'on sache pourquoi. La clé dans sa poche réchauffa un instant sa peau, comme si le métal portait une promesse. Au-delà du mur de l'hôpital, la ville continuait, indifférente. Mais dans cette zone précise, dans l'espace restreint où une vérité émergeait, quelque chose se mobilisait. Des alliances timides, des preuves naissantes, des hésitations qui pourraient se muer en courage. Et Claire, au centre de ce nouveau cercle, prit une profonde inspiration, prête à ouvrir la boîte dont elle avait trouvé la clé. Claire sentit le métal froid de la clé contre sa paume comme un objet vivant qui battait au rythme de son pouls. La nuit avait fallu reposer la chambre d'hôpital en silence. Le couloir gardait encore l'écho des pas pressés. Maintenant, dehors, la pluie avait cessé. L'air portait un goût de terre retournée et de tabac humide. Détective Monroe écouta la respiration de Claire comme s'il lisait une fréquence. Il posa la question mécanique de la procédure, demander un mandat, établir la chaîne de preuves, puis céda, d'un signe, à l'élan humain qui venait de pousser Charles à franchir une ligne. Charles avait parlé la veille d'un geste qu'il voulait faire sans raturer son nom, ouvrir un tiroir privé dans le bureau de Margaret, l'endroit dont sa mère avait parlé quand elle devenait nostalgique, la pièce que la famille gardait coupée du public pour la sécurité. Ce soir, entre un avocat et un officier de justice, il choisit Claire. Il remit les codes, murmura des explications qui avaient l'air de petits aveux. Elle tenait un journal, elle était décidée. L'ascenseur qui les emmena vers la maison des Richmond fit un bruit d'acier, et chaque étage qui descendait donnait l'impression d'aller sous terre, vers les archives enfouies. La demeure était une machine de silence et d'apparat. Le parquet craquait de dignité. L'air à l'intérieur sentait le cuir et le parfum minutieusement choisi des salons d'exposition. Vanessa les accueillit depuis la porte du bureau avec cette même posture immobile et glacée. Un sourire mesuré, un masque poli, des bijoux qui captaient la lumière. Elle avait l'air d'une statue vivante. Lorsqu'elle aperçut détective Monroe et les plaques, son sourire se fissura d'un micro-mouvement, imperceptible mais là. Ses mains se refermèrent sur une tasse qu'elle lâcha pourtant doucement, la porcelaine tintait, anesthésiée.
« Nous avons une requête de perquisition, Madame Richmond », annonça Monroe d'une voix plate. Son regard ne cédait rien. Le bureau entier sembla retenir son souffle. Les rideaux signalaient une lumière plus grise que la pluie d'hier. Vanessa fit un geste, comme pour ordonner la normalité, mais la normalité avait perdu de son poids. Les minutes suivantes furent une succession d'actions précises, serrures ouvertes par un officier, dossiers examinés à la lueur d'une torche, les doigts gantés de caton effleurant la reliure d'un album, les pages craquant sous l'humidité. Claire resta en retrait, la clé encore chaude dans sa paume, comme si le métal avait besoin d'être tendu vers quelque chose, ou vers quelqu'un. Dans le tiroir inférieur du secrétaire, une boîte en cuir noir attira l'attention. Charles, qui avait les mains moins prudentes que les officiers, la souleva en entendant le petit clic des charnières qui avaient dormi depuis des années. À l'intérieur, une liasse reliée par un élastique, des papiers jaunis, un carnet à la couverture abîmée et un petit coffret en fer dont le couvercle portait des traces d'usure. Claire sentit l'air se faire plus sec. Le cuir lui rappela la veste de sa mère quand elle la tenait enfant. Elle ouvrit le carnet. Les pages exhalaient l'odeur du papier ancien, comme une mémoire qui se remettait à respirer. Les lignes, écrites d'une main ferme malgré des tremblements, portaient des dates, des pensées, des comptes rendus de réunions familiales. Il y avait là des phrases qui ne cherchaient pas l'éloquence, mais la vérité. Si je dois disparaître pour que mes choix ne soient pas contournés, je veux que l'on sache pourquoi. Et plus loin, des annotations plus récentes, des mentions de transfert, des soupçons envers certains noms. Une phrase qui attirait l'attention de Monroe. Les fonds doivent revenir à celles que le système a ignorées. Fondation Richmond pour les victimes. M. L'écriture était claire, indéniable. La liasse suivante contenait la forme amendée du testament que Margaret avait signé quelques semaines avant sa disparition. Il y avait un paragraphe nouveau, précis, légalement rédigé, qui réservait une part considérable de la fortune familiale au financement d'un fonds indépendant administré par une institution civile et non par la famille. Les avocats présents, ceux de l'État, et ceux qui, plus tard, seraient engagés pour protéger la procédure, se penchèrent comme des abeilles. Ce document, s'il était authentique, détruisait la logique de conservation des privilèges. Il expliquait, en termes simples, pourquoi certains avaient intérêt à ce que la mémoire demeure immobile, à l'abri de réformes. En fouillant plus profondément, Caton trouva ce qu'il cherchait. Un sac de gants en caoutchouc, un petit sachet plastique contenant des fragments d'un gant plus fin, taché d'un résidu brunâtre non sanglant. Une trace qu'on traita comme trace d'usage, non comme preuve de barbarie. Les gants, scellés pour analyse, portaient une empreinte à la couture. Caton prit une photo avec soin. « Si nous avons des empreintes, nous aurons un lien, dit-il. » La manière dont il prononça « lien » était neutre, mais Claire sentit le poids de cette syllabe comme une roue de levier. Vanessa, maintenant clairement mise sur la défensive, resta immobile, le visage lisse. Elle avança une explication, sa voix était froide, ponctuée de précautions. « Ces documents, ils ont été égarés. Nous coopérons, mais vous comprenez, cet endroit a été visité par dizaines de mains, il n'y a rien de certain. » Son regard glissa, rapide, sur Charles. Il y eut une fraction de seconde où le malaise entre eux se fit physique, une tension qui semblait relier un passé commun à une trahison nouvelle. C'est alors que Julian Lorne, qui avait réussi à cirer ses bottes jusqu'à la maison pour vérifier ce qu'il pouvait, brandit un dossier. Sur son écran, il avait compilé une série de virements. Petits montants jugés insignifiants ayant été consolidés sur des comptes écrans avant de partir vers des entités offshore liées à un courtier dont le nom apparaissait sur des registres fiscaux cryptés. « Regardez ceci, dit-il, sa voix basse comme une lame. Ce n'est pas un schéma isolé, c'est un canal. Le point de convergence est un compte qui renvoie à des prête-noms dont Franklin Duval a été mandataire. » Les noms claquèrent dans la pièce. Monroe prit note et demanda des explications techniques à Julian. Les relevés étaient fragiles mais cohérents. Transfert planifié avant la disparition supposée de Margaret, sommes retirées pour des frais de conservation, des coûts d'hébergement et enfin des commissions. L'analyse de Julian pointait vers un homme nommé Edward North comme l'exécuteur financier, un avocat aux poches bien pleines et aux liens pourpres. Edward North. Le nom avait un goût métallique dans la bouche de Claire. Il y eut une tension qui monta, palpable, quand Caton apporta le résultat d'un premier test. Une empreinte partielle trouvée sur le petit coffret correspondait à un profil connu, celui d'un ancien employé de la maison, répertorié sous le nom d'Edward North.
Les bases de données avaient fait leur travail, lentement mais sûrement. Un murmure courut. Vanessa ne perdit pas son sang-froid, elle adopta une séquence calculée. Attaquer la crédibilité des preuves, décourager la presse, retarder la procédure. Elle engagea son avocat, Edward North, mais le couperet technique venait de tomber contre sa propre défense. La confrontation qui suivit ne fut pas un duel théâtral. Elle eut l'intimité austère d'un procès à huis clos. Monroe et son équipe connectèrent les points. Le testament amendé, le coffre caché, les transferts vers des comptes occultes, l'empreinte partielle sur le coffret. Claire sentit tout se mettre en place comme les engrenages d'un mécanisme trop longtemps camouflé. Vanessa fut invitée, conformément à la procédure, à accompagner les officiers pour des questions. Dans le couloir, à l'abri des oreilles indiscrètes, Claire la regarda enfin de face. Il n'y avait plus le voile de polissage du personnage public. Il restait la densité d'une femme qui s'accrochait à ce qui faisait sa place. Claire ne chercha pas à conclure avec empathie. Elle posa une question simple, directe. Où est Marguerite? Qui l'a cachée? La voix de Vanessa fit un demi-pas, comme si la question avait craqué un miroir. Ce qui vint ensuite fut une secousse. Vanessa, pressée, paniquée, fit un geste erratique. Elle passa la main sur sa gorge, la voix rauque, et prononça une phrase qui était peut-être une tentative de justification, peut-être un aveu. Nous avons dû la mettre à l'écart, pour la protéger, pour préserver... Le mot mourut en soupir. Puis elle fit un pas derrière elle, trébucha contre un meuble, heurta une lampe qui tomba. Le bruit fut un éclat. L'ampoule explosa en une pluie d'éclats qui fit sursauter tout le monde. Ce fut à ce moment que Monroe, retenant sa surprise, activa le bouton de son micro corporel sans intention dramatique. C'était devenu une habitude professionnelle. Le son fut capté, la phrase rendue crue par l'évidence d'une voix hors de contrôle. Vanessa, alarmée, tenta de reprendre le contrôle verbalement. Sa tentative de rattrapage n'était pas convaincante. Dans la cacophonie, elle prononça, en des termes imprudents, des détails qui lièrent des ordres à des noms, des décisions administratives à des déplacements. Ce n'était pas une confession formelle, mais c'était une pièce qu'on ajoutait à un puzzle déjà tremblant. La situation dégénéra. Un conseiller fit un geste pour repousser les officiers. Un bras heurta un tiroir qui s'ouvrit brusquement. Un revolver décoratif dans l'encadrement, exposé comme objet de collection, bascula et tomba au sol avec un bruit sec, glissant puis heurtant le parquet. La peur figea la pièce pendant un battement de cœur. Personne ne bougea, puis, dans un geste impulsif et stupidement théâtral, Vanessa ramassa un pistolet de décoration, l'empoigna et appuya sur la détente en l'air. Le coup fit un trou dans le plâtre du plafond. L'odeur de poudre se mêla au cuir, puis l'écho résonna, net, glacial. On ne chercha pas la violence gratuite, c'était un acte de panique, un hurlement symbolique. Plusieurs agents crièrent, d'autres plaquèrent Vanessa au sol avant que qui que ce soit ne tente un geste plus grave. Le microphone de Monroe avait enregistré la succession. L'enregistrement devint, à ce moment précis, une preuve sonore. La voix de Vanessa, les phrases, l'urgence. Elle était immobilisée, menottée, et son regard, plusieurs secondes, traversa Claire comme l'éclair d'un souvenir ancien, la reconnaissance d'un combat d'ancienne bataille familiale. Edward North fut arrêté dans la foulée à la suite d'une perquisition ciblée. Caton trouva, dans un compartiment secret de l'armoire où il cherchait, une facture d'un consultant pour un « hébergement sécurisé » daté de la période précédant la disparition de Marguerite. Plus tard, en fouillant les emails liés, les enquêteurs mirent la main sur un fil de correspondance montrant qu'Edward avait orchestré, sous couvert de contrats juridiques inoffensifs, la mise à l'écart de la matriarche. Les transferts bancaires, mis en évidence par Julien, prirent une cohérence terrible. La chaîne d'argent passait par des sociétés écrans, des prête-noms, des comptes minutieusement disséminés. Les motifs financiers collèrent au mensonge. Il fallut plusieurs jours pour consolider la mise en accusation. Marguerite était en convalescence, encadrée par des médecins, encore fragiles, mais lucides à certains instants. Claire s'asseyait à côté de son lit, la photo dans la poche, la clé chauffant sa paume. Chaque fois que Margaret ouvrait les yeux, Claire sentait la vieille ligne d'attachement se reformer, fragile mais réelle. Les médecins évoquèrent la nécessité d'un interrogatoire médical mené dans un double respect, tirer des éléments sans épuiser la patiente.
Ainsi, au rythme lent des soins, apparurent des fragments, des noms cités entre deux siestes, une adresse murmurée, une phrase isolée évoquant une chambre dans l'ancien entrepôt. Ces bribes servirent à orienter des recherches supplémentaires. Julian et Caton réunirent la pièce finale d'un puzzle technique. Des gants retrouvés dans un conteneur d'élimination, un enregistrement de caméra de sécurité modifié et une correspondance électronique interceptée entre un gestionnaire de compte et Franklin Duval. Ce dernier nom apparut partout, comme une ombre dans un registre administratif, comme une trace dans un contrat d'entreprise. Duval ne figurait pas comme signataire, mais les sorties d'argent, les facturations et les transferts successifs finissaient par mener à ces sociétés écrans. Son rôle ressemblait à celui d'un chef d'orchestre, distant, mesuré, nécessairement protégé par des couches de conseils et d'intermédiaires. Mais des erreurs, des petits décalages dans la gestion des comptes suffisaient parfois à laisser apparaître un fil ténu. Le clou qui scella l'affaire fut un match d'empreintes réalisé par Caton avec le soutien des services judiciaires. Une portion fragmentaire, prise sur la chaîne, avait été isolée et reconstituée. Elle concordait, statistiquement, à un récit plausible impliquant Edward North et un homme nommé Isaiah, un chauffeur et homme de main liés au déplacement de la famille. Les virements bancaires, l'ADN froid de la fraude, étaient assortis à des reçus véritablement signés, parfois à la hâte, parfois en notes griffonnées. Déplacement, confinement temporaire. Ces notes, associées aux journaux intimes de Margaret, composèrent un dossier où intention et acte se répondaient. Franklin Duval resta un objectif majeur. Son profil public était celui d'un homme discret, souvent en coulisses, avec des participations dans des firmes de gestion de patrimoine et des fondations à portée internationale. Mais là encore, l'argent contourna la visibilité. Des transferts de plusieurs centaines de milliers d'euros, fragmentés en microtransactions, traversaient des comptes jusqu'à converger vers une fiducie basée dans un paradis fiscal. Julian avait passé des nuits blanches à relier ces signaux. Un nom revenait comme une signature invisible. Duval, répétait-il, les yeux cernés, c'est la tête qui commande le réseau. La capture de Duval demanda une opération différente, plus délicate. Il n'était pas un homme que l'on ramassait dans un bureau. Il avait des protections, des tentacules. Une équipe judiciaire coordonnée demanda la coopération internationale. Le traçage des flux, la collaboration d'officiers bancaires et d'agences de renseignement financiers tissèrent ce qu'on appela un filet. Un matin pluvieux, au cours d'une conférence où il devait prendre la parole sur des sujets de philanthropie, Duval fut arrêté sans violence apparente, simplement escorté hors de la scène comme un interrupteur qu'on débranche. Les flashs des photographes l'illuminèrent, pâle comme un costume trop grand. Le procès s'organisa de manière publique, longue, lente, fatigante. Les journaux firent leur une, les commentaires allaient et vinrent, et Claire se trouva, malgré elle, au centre d'un cyclone médiatique. Elle avait choisi de ne pas jouer un rôle de victime sur scène. Elle témoigna plutôt de sa recherche, de la manière dont une pièce, une perle, avait déclenché un travail de sape contre un château. Sa parole au tribunal fut mesurée, parfois tremblante, mais toujours enracinée dans l'exigence de vérité. Elle lut des extraits du carnet de Margaret à haute voix, des passages où la femme exprimait sa volonté de voir ses biens transformés en force au service des plus vulnérables. Le procès ne fut pas un récit à sens unique. Les avocats de la défense tentèrent de semer le doute, de lier des gestes à des accidents, de réduire les transferts à des contrats légitimes. Les preuves furent tenaces, la correspondance, les relevés bancaires, les enregistrements audio où Vanessa parlait en termes compromettants, la confession verbale captée au moment du choc. Le jury eut à trancher non seulement sur des actes isolés, mais sur un mécanisme complexe de transfert d'intérêts et de protection systémique. Pendant ces mois, Claire n'était plus seulement la déposante d'une perle, elle devint l'instigatrice d'un mouvement. Elle se rendit compte que son histoire pouvait dépasser sa douleur personnelle et devenir une force. Avec l'aide de Charles, qui progressivement avait fait le choix d'unir sa voix à la sienne, elle contacta des avocats spécialisés, des associations de victimes, et commença à travailler sur l'idée même du fonds que sa mère avait imaginé. Il y avait un paradoxe salutaire dans la démarche. Le plan de Margaret de transférer une partie de son héritage pour les victimes des violences et de l'abus avait précisément créé la dynamique qui mena aux tentatives d'élimination. Ironie amère, mais matière possible de réparation.
À l'aube de l'inauguration du procès, un autre élément vint confirmer la chaîne. Une cassette audio, retrouvée dans un des coffres du cabinet de Duval, contenait un échange entre plusieurs personnes impliquées dans la logistique. On y entendait des voix, des dates, des noms et la méticulosité d'un plan dressé comme un calendrier. Ce matériau fut rendu public au tribunal et remplaça une grande part des conjectures par des mots dits, conscients, qui ne pouvaient plus être lavés d'un geste de relation publique. Les preuves techniques, empreintes correspondantes, transferts bancaires, enregistrements, se complétèrent, déterminantes. Le moment le plus brûlant du procès survint lorsque l'enquête financière révéla comment les fonds censés être dirigés vers la Fondation Richmond pour les victimes avaient été neutralisés par des mécanismes juridiques tordus, des amendements successifs, des clauses écrites en petits caractères, des trusts qui détournaient les intentions. C'était la preuve que la lutte sur le papier avait été réelle et que Margaret avait anticipé l'effort. Elle avait rédigé un testament amendé, 2 versions signées, l'une envoyée à un notaire indépendant. Les avocats du tribunal mirent en parallèle ces signatures avec des transmissions enregistrées et montrèrent que l'amendement n'avait pas été appliqué parce qu'on l'avait tenté de faire disparaître. Vanessa, Edward North et Franklin Duval furent condamnés, chacun sur des chefs d'accusation différents: complicité, abus de confiance, organisation d'un réseau visant à priver une personne de sa liberté pour des motifs financiers. Les sentences prononcées ne furent pas des abstractions, elles marquèrent un début de réparation institutionnelle. Mais Claire savait que la condamnation ne colmatait pas toutes les fissures. Duval pouvait encore endosser des protections, du capital pouvait migrer. La lutte judiciaire restait une partie d'un combat plus long. En parallèle, Claire consacra son énergie à faire vivre l'idée de Margaret. La fondation, d'abord conçue sur des feuilles jaunies, prit la forme d'un projet concret. Avec l'aide d'avocats qui avaient choisi de s'engager, de donateurs et d'ONG, la Fondation Richmond prit forme juridique. Son objet était précis et sobre, fournir un soutien financier et juridique aux personnes victimes de violences domestiques et de dissimulation institutionnelle. Créer un réseau de prise en charge, financer des programmes de réhabilitation et accompagner des efforts de transparence dans le monde des trusts et des fondations. La cérémonie d'inauguration se déroula dans une ancienne usine réhabilitée, un espace brut aux murs de briques où la lumière tombait en bande. Le jour de l'inauguration, l'air de la salle avait la texture d'une soupape ouverte. Il sentait la cire tiède de bougies et un café réchauffé. Des tables de bois brut portaient des dossiers. Des survivants, des avocats, des bénévoles, des journalistes étaient présents. Claire monta sur une estrade improvisée. Elle tenait entre ses doigts la photo de Margaret Jauny, la clé qu'elle avait gardée et une petite boîte de métal que la Fondation avait reçue en dépôt après la convocation du testament. Il y eut un silence respectueux. Claire parla avec une voix qui portait la fatigue et la force, la colère et la tendresse, une voix qui avait appris à articuler la douleur pour la transformer en action collective. Elle parla des mois qui avaient suivi la découverte, des nuits à rassembler des preuves, des journées à écouter des vies brisées, des moments de victoire qui n'étaient jamais complets. Elle lut un passage du carnet de Margaret à voix haute, une petite phrase qui devenait un mot d'ordre. « Aucun héritage n'a d'honneur s'il trahit la dignité de ceux qu'il devrait servir. » Les applaudissements furent mesurés, mais vrais. On sentit qu'une roue, une structure, avait été mise en branle. La Fondation se dota d'un programme concret, un numéro d'urgence, subvention pour des prises en charge médicales et psychologiques, un fonds d'aide juridique et une mission d'enquête pour aider les familles qui suspectaient que la disparition d'un proche n'était pas fortuite. Elle proposa aussi un volet de transparence financière, offrir des ressources pour aider les petites ONG à comprendre et naviguer dans les sphères opaques des transactions internationales. C'était une tâche longue, précise, volontariste. Dans l'ombre de ce travail, Claire développa sa résilience. Elle n'était pas débarrassée du poids des mois de souffrance, mais elle apprit à porter ce poids comme on porte un étendard. L'un des gestes symboliques fut l'ouverture du petit coffret en fer retrouvé dans le bureau, celui qu'elle n'avait pas encore déverrouillé lorsque l'affaire s'était enclenchée. Au fond de la boîte, protégée par un tissu qui sentait la vanille, il y avait une photo plus intime, un carnet miniature et une lettre pliée. La lettre, écrite d'une main qui tremblait moins que la peur, s'adressait à Claire comme une main qui pose. « Si tu lis ceci, c'est que la vie a peut-être pris un détour. Je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé. Prends soin de ceux qui sont seuls. » Le lecteur de la lettre fut un moment où la foule se retira. Claire lut à haute voix, la voix parfois cassée, parfois claire, des mots qui ressemblaient à une transmission.
Une phrase sur la honte transformée en responsabilité, une autre sur la nécessité de donner un sens au reste. À la fin, il y avait une adresse minuscule, une mention d'un appartement modeste dans un quartier de la ville et la signature « Marguerite », comme si le nom contenait à lui seul l'autorité morale. Ce fut là, par un après-midi de printemps où le ciel se fendait et rendait l'air plus léger, que la boucle intime se referma et qu'une nouvelle porte s'ouvrit. Claire voyagea vers l'appartement indiqué. L'endroit était modeste, saturé de chaleur humaine, comme une maison qui aurait refusé les dorures. Dans un livre posé sur la table, elle trouva un petit carnet de comptes où Marguerite avait noté des noms, des dates, des adresses et des remarques sur des personnes à qui elle avait demandé de garder certaines choses en sécurité. Il y avait aussi un petit sac de fils et d'épingles, des signes d'un quotidien humble, preuve que Marguerite avait choisi de vivre loin des ors. Ce fut là, par un après-midi de printemps où le ciel se fendait et rendait l'air plus léger, que la boucle intime se referma et qu'une nouvelle porte s'ouvrit. Claire voyagea vers l'appartement indiqué. L'endroit était modeste, saturé de chaleur humaine, comme une maison qui aurait refusé les dorures. Dans un livre posé sur la table, elle trouva un petit carnet de comptes où Marguerite avait noté des noms, des dates, des adresses et des remarques sur des personnes à qui elle avait demandé de garder certaines choses en sécurité. Il y avait aussi un petit sac de fils et d'épingles, des signes d'un quotidien humble, preuve que Marguerite avait choisi de vivre loin des ors. La lettre finale contenait une dernière demande. Si tu veux vraiment changer quelque chose, commence par écouter. Claire sentit la force de la consigne. Ce n'était pas un appel révolutionnaire, mais une méthode. Écouter, comprendre, agir. Elle avait déjà commencé. Les mois qui suivirent le procès se tissaient d'actions ordinaires et d'obstacles bureaucratiques. Les membres du réseau condamné furent contraints de restituer des biens, des audits furent lancés et certains cadres qui avaient fermé les yeux durent rendre des comptes. Mais Claire comprit, tôt, que la justice pénale n'était qu'un instrument d'un ensemble plus vaste. Elle travailla avec Charles, un allié qui, doucement, avait troqué le masque de descendant immuable pour un rôle concret d'appui financier et logistique. Pour structurer la fondation, établir des critères d'aide, trouver des partenaires. Charles, qui savait manier des officiels, apprit à écouter davantage qu'il ne parlait. Leur alliance, improbable, se forgea dans la rationalité et l'émotion. L'inauguration de la première maison relais de la Fondation, un petit lieu d'accueil pour femmes ayant fui la violence, se déroula 1 an après la perle découverte sur le parvis. La maison était un bâtiment simple, décoré avec des dons, des couvertures, des meubles récupérés. Claire y posa la première clé sur la table d'accueil. Une clé symbolique qu'elle avait gardée, celle trouvée sur l'oreiller de Marguerite. Elle prononça un mot modeste. Ce n'est qu'un début. Et c'était vrai. Mais il y avait dans l'assemblée des voix qui se connaissaient maintenant, des regards qui se reconnaissaient, une énergie collective prête à se lancer dans un travail de réparation. Le soir venu, seule dans son appartement, Claire écrivit une lettre à sa mère. Elle écrivit sans détour, sans la langue mesurée dont elle avait usé en public. Elle décrivit la fatigue, la colère, la conviction. Elle remercia Marguerite pour la clé, pour l'acte de foi qui avait mis fin à un mensonge. Elle lui dit aussi ce qu'elle avait appris, que la vérité ne suffisait pas, qu'il fallait bâtir des protections, des institutions et surtout une communauté. La lettre fut longue. Quand elle la plia, elle glissa à l'intérieur une photo de la première équipe de la Fondation prise devant la porte de la maison relais. Puis elle posa la lettre dans l'un des tiroirs du petit coffret en fer, comme si la transmission se faisait en retour. La dimension intime de la réparation resta toujours centrale. La signature de Marguerite figurait désormais dans un acte public, mais Claire savait que la réparation la plus importante était la reconnaissance quotidienne des blessures et la création d'espaces où on ne les laisserait plus s'installer seuls. Elle ne se fit pas d'illusions. Les réseaux de protection des puissants n'étaient pas abattus totalement, des complicités demeuraient. Mais la mécanique avait été brisée. La perle avait montré qu'un petit objet pouvait déclencher la chute d'un empire d'impunité. La dernière image avant que l'histoire ne prenne une respiration plus calme fut celle d'une clé posée sur une table de bois à côté d'une photo et d'une lettre. Dans la lettre, Marguerite écrivit « Si tu veux changer le monde, commence par rendre visible ce qui a été caché. » Claire regarda la clé une dernière fois, puis se leva. Elle savait que la bataille continuerait, contre les trusts, contre les habitudes, contre l'oubli. Mais elle n'était plus seule. Il y avait désormais une fondation, des voix, des mains tendues.
Si, un jour, on devait juger la portée d'une perle brisée, on dirait que ce n'était pas seulement un objet, c'était un point d'appui pour une bascule. Ce que Marguerite laissait n'était pas uniquement des biens, c'était une intention qu'une fille avait choisi de poursuivre. Claire prit la photo, la lettre et la clé, les rangea dans le coffret, puis le ferma doucement. Dehors, la ville continuait, indifférente en surface, mais quelque chose avait changé dans ses sous-écoulements. La dernière séquence fut intime, Claire, assise à une table en bois, écrivant des notes pour le projet suivant de la fondation. Une tasse de thé refroidie à moitié, une odeur de papier, le bruit feutré des pas de l'un des bénévoles qui préparait la salle. Elle sourit, pas de triomphe, juste une fatigue douce, une résolution, et écrivit un mot final à Marguerite. « Nous avons commencé ». Puis, comme promis dans la lettre d'invitation, elle inscrivit le projet dans le registre de la fondation, referma le cahier, remit la clé dans la poche de son manteau et sortit. La pluie n'était pas loin. Elle aimait l'idée qu'un élément si banal que l'eau suivrait encore le fil de leur histoire, nettoyant, rappelant, creusant. Pour ceux qui voudront suivre la suite, les procès d'appel, les audits et les nouvelles enquêtes sont consignés dans le dossier public de la Fondation. Si cette histoire vous a touché et que vous voulez connaître les détails du procès, lire des extraits des journaux de Marguerite ou soutenir les survivants que la Fondation aide, abonnez-vous au dossier et suivez les témoignages publiés sur notre page. Le combat continue et il gagne en force chaque fois qu'une voix se joindra aux autres.